Donc le but de cette présentation est de vous faire découvrir UML, qui est un langage de modélisation plus particulièrement orienté dans la programmation objet, et on va s'intéresser nous plus précisément sur tout ce qui est conception de base de données. Alors vous connaissez déjà Meurice et les MCD. Là on va avoir une autre approche. En réalité il y a énormément d'autres diagrammes que l'on peut voir avec UML. On va s'intéresser plus aux diagrammes qui nous intéressent par rapport à la conception de base de données. Alors, quelle méthode choisir face à un problème d'informatisation? Plusieurs approches sont possibles pour la modélisation. Et les deux plus connues sont la méthode Meurice, que vous connaissez déjà, ou plus exactement, vous connaissez uniquement un des modèles de la méthode Meurice, puisque vous connaissez le MCD. Donc la méthode, en réalité, elle offre une succession de modèles, plus adaptés pour les applications fonctionnelles ou objets, et pour concevoir des bases de données relationnelles. En réalité, en dehors du MCD, on a une modélisation des acteurs, des flux, donc les données c'est le MCD, des traitements. Il y a beaucoup de modèles qui existent dans cette méthode Meurice. Cette méthode est née dans les années 70 et a évolué dans les années 90 avec Meurice 2 que vous connaissez déjà. Et puis l'autre approche, c'est le langage UML, beaucoup plus récent. Alors on appelle ça un langage parce qu'il présente un ensemble de diagrammes que l'on peut prendre finalement dans l'ordre qu'on veut et que l'on utilise quand on a besoin d'un diagramme spécifique, alors que la méthode Meurice est une méthode qui se suit dans un ordre précis. Normalement, on commence par, entre autres, la modélisation des acteurs, des flux, etc. Donc, il y a des étapes à suivre. Mais en réalité, pour vous, ça va être un petit peu la même chose parce que vous allez utiliser des diagrammes spécifiques. Donc, le langage UML est beaucoup plus orienté vers les applications objets. Au niveau des bases de données, on peut très bien faire de la conception de bases de données aussi bien relationnelles qu'objets. Donc on va voir qu'il y a effectivement de la modélisation d'autres aspects d'une application comme les cas d'utilisation, les états, etc. UML est né en 97, donc vous voyez c'est beaucoup plus récent, avec 9 diagrammes et a évolué en 2006 avec UML2 qui a ajouté donc 4 diagrammes puisqu'on est passé à 13 diagrammes. Alors voilà la hiérarchie des diagrammes d'UML. Donc on a en gros deux catégories de diagrammes, les diagrammes de structure et les diagrammes de comportement qui qui intègrent la notion de temps. Alors vous voyez en gris, ce sont tous les diagrammes d'UML 1 et en jaune, on a rajouté les diagrammes qui sont nés donc en 2006 avec UML 2. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. On va s'intéresser plus particulièrement au diagramme de classe parce que il représente vraiment directement les classes de l'application et finalement souvent comme ce sont les classes métiers, les classes qui sont reliées directement aux tables de la base de données. On va s'intéresser aussi au diagramme de cas d'utilisation qui permet finalement de construire les interfaces. Donc c'est un diagramme qui est assez utilisé. Et puis on va quand même jeter un œil sur d'autres diagrammes comme le diagramme d'état, le diagramme de déploiement, de composants, etc. Alors commençons par le diagramme de cas d'utilisation. En fait, il sert à schématiser l'expression des besoins. Il se présente sous deux formes. Il se présente sous un schéma regroupant les activités d'un acteur, et puis pour chaque activité d'un acteur, on peut détailler à travers un tableau les actions liées à cette activité. Et ce tableau va nous permettre finalement de décrire clairement les différentes actions qui devront avoir lieu sur une interface. Donc finalement, ce type de schéma nous permet de décrire les interfaces. Donc il est quand même très utilisé. Alors on va voir le premier cas, donc le schéma qui regroupe les activités d'un acteur. Alors on va se remettre un petit peu dans le contexte de notre jeu en 2D client-serveur. Donc on représente l'acteur sous forme d'un petit bonhomme. Un joueur se connecte, donc il va y avoir une action, une activité se connecter, qui va donner lieu, vous vous doutez bien, à une interface dans laquelle on va saisir le login, saisir l'adresse du serveur, chercher à se connecter au serveur, etc. Donc chaque activité va donner lieu finalement à une interface.
Une fois connecté, il choisit un personnage après avoir éventuellement consulté un catalogue de personnages. Alors j'avoue que j'ai rajouté un peu la notion de catalogue parce que ça m'aidait dans mon schéma, mais elle n'existe pas réellement dans le jeu. En réalité, vous tombez directement sur une interface choisir un personnage et vous remarquez un petit détail, c'est cette flèche là en pointillé avec include qui permet de dire que on ne peut choisir un personnage que si au préalable on s'est connecté. D'où le fait que dans le texte, je dis après avoir il choisit un personnage une fois connecté. Il faut d'abord qu'il se connecte pour cela. Par contre, vous voyez une autre flèche extend qui permet de dire qu'il peut choisir un personnage après avoir consulté un catalogue, mais ce n'est pas obligatoire. C'est le éventuellement du texte. Donc on voit deux types de contraintes. Alors les contraintes que l'on met dans ce type de schéma ne sont pas des contraintes, on n'est pas obligé de les dessiner en fait. On peut très bien représenter tout simplement les différentes activités sans mettre de lien entre les activités. Les liens qui sont obligatoires, ce sont les liens directs. Là, vous voyez les traits qui sont ici, c'est pour dire tel acteur, il peut faire cette chose ou il peut faire cette chose. Il peut faire ces différentes actions. Et là, ce sont des liens d'association avec les acteurs qui sont obligatoires. Donc après avoir choisi un personnage, qu'est-ce qui se passe? Il peut alors entrer dans l'arène et jouer. Donc vous voyez, entrer dans l'arène se trouve ici, donc ça suppose aussi une interface derrière qui va permettre d'entrer dans l'arène, et puis il peut jouer. Alors vous remarquez qu'il peut entrer dans l'arène que si il a choisi un personnage, d'où le include. Il ne peut jouer que une fois qu'il est rentré dans l'arène, et vous remarquez que dans le texte, je précise, jouer, c'est se déplacer ou attaquer les adversaires. Il y a deux sous-cas. On est totalement dans la notion d'héritage, finalement, d'héritage par rapport au fait que dans jouer, il peut se déplacer ou attaquer. Donc on est dans des sous-cas de cas d'utilisation de notre schéma. D'où le fait qu'on n'a pas besoin de le relier en lien d'association avec joueur, puisque de toute façon, c'est jouer qui est le cas principal et déplacer et attaquer, ce sont des sous-cas. Ensuite, il peut aussi, pendant le jeu, dialoguer avec les autres joueurs, c'est-à-dire faire un chat. Donc, vous voyez que là, on a un autre cas qui est le dialoguer, qui ne peut se faire qu'une fois qu'on est rentré dans l'arène et qui est indépendant de jouer, c'est-à-dire qu'on peut jouer, on peut dialoguer, on peut faire les deux, on peut faire l'un ou l'autre. L'un n'est pas lié à l'autre. Ce sont juste des cas qui doivent obligatoirement intervenir après entrer dans l'arène. Et enfin, à tout moment, connecté ou non, le joueur peut consulter l'aide. Alors en réalité, dans le jeu, le TP, il n'y a pas de consultation d'aide, mais là c'était juste pour vous montrer qu'on peut très bien avoir des cas qui sont isolés des autres, qui ne dépendent pas d'autres cas, et c'est le cas là de la consultation de l'aide. Alors le diagramme de cas d'utilisation, en fait, correspond à une représentation globale, donc un schéma, ou détaillé, ça sera le tableau qu'on va voir après, des activités d'un acteur. Donc c'est la vision du système par l'acteur. L'ensemble des opérations possibles entre cet acteur et le système sont du coup représentées et nous permettent d'avoir une base de travail pour construire les interfaces graphiques. Alors au niveau syntaxe, je rappelle comment ça fonctionne. Un acteur, on le représente sous forme de petit bonhomme et on met son nom en dessous. La spécialisation entre acteurs qu'on n'a pas vu dans le schéma précédent, c'est qu'on peut très bien dire qu'un acteur hérite des activités d'un autre acteur, du coup, et peut en rajouter plus. Ça vous évite d'écrire deux fois les mêmes choses pour chaque acteur. Le cas d'utilisation, on le représente dans un ovale et on précise son nom. L'association de communication, c'est entre l'acteur et le cas d'utilisation. Et ensuite, vous avez les contraintes, soit d'inclusion qui sont des contraintes fortes, soit extend qui sont des contraintes faibles, donc optionnelles. Et ça vous permet éventuellement, je vous rappelle que les contraintes ne sont pas obligatoires sur un schéma, mais ça permet éventuellement de montrer que pour réaliser un cas d'utilisation, il faut au préalable en avoir fait un autre. Alors, pour chaque rond qu'on a vu connecté, etc., pour chaque cas d'utilisation, on peut détailler les étapes qui vont se dérouler finalement au niveau de l'interface de ce cas d'utilisation. Donc le tableau suivant va détailler les opérations du cas d'utilisation et il sert de base à la construction de l'interface. Alors voilà comment ça marche. Vous précisez le nom du cas d'utilisation, le nom qu'il y avait dans le rond finalement, donc se connecter. Vous précisez avec quel acteur il est en association, donc là c'est joueur. Vous précisez éventuellement s'il y a un événement déclencheur avant
que ce cas d'utilisation soit exécuté, donc là c'était le premier, donc il n'y a pas d'événement déclencheur. Vous précisez éventuellement l'intérêt de ce cas, donc là c'est accéder au serveur afin d'être authentifié et accéder au jeu. Les préconditions, il faut que le serveur soit actif, sinon effectivement ça ne va pas marcher. Ensuite, post-condition, qu'est-ce qui va se passer une fois que ce cas est exécuté? La connexion sera établie. Et puis là, le scénario nominal, c'est le plus important, c'est étape par étape, vous allez savoir les opérations qui doivent être faites et donc du coup, comment vous allez construire l'interface pour que ce soit pris en compte. Donc l'utilisateur saisit l'adresse IP du serveur. Ensuite, l'utilisateur demande une connexion au serveur, donc en cliquant sur le bouton connecter, et le serveur répond. Alors, il y a éventuellement des extensions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans l'interface des parties qui sont optionnelles, donc on les précise au niveau de l'extension. Et la partie contrainte, ou qu'on appelle aussi scénario alternatif, vous remarquez, ça reprend les numéros du scénario nominal avec des sous-cas. C'est-à-dire que au niveau du scénario nominal, le cas 2, l'utilisateur demande une connexion au serveur. Eh bien, le cas 2A, l'adresse IP n'est pas remplie, elle est en 1. Ça veut dire que au moment où l'utilisateur demande la connexion, c'est-à-dire qu'il clique sur connecter, on va vérifier qu'il y a bien quelque chose qui a été saisi dans la zone IP, et si elle n'est pas remplie, on repositionne l'utilisateur sur la saisie de l'adresse IP. Au niveau du cas 3, c'est-à-dire le serveur répond, on a deux sous-cas. Le serveur retourne un message d'erreur, on retourne en 1. Le serveur ne répond pas, on retourne en 1. Donc message d'erreur, c'est que certainement on a tapé une information incorrecte, ne répond pas, c'est que l'adresse IP n'est pas bonne. Donc on a des contraintes que l'on peut rajouter par rapport au scénario nominal. Alors voyons tout de suite un exemple. On vous dit donc sur un site commercial, un utilisateur peut sélectionner des produits. Éventuellement, après avoir lu la fiche technique de chaque produit, il peut ensuite visualiser son panier. S'il décide de valider son panier, il doit donner ses coordonnées et il peut alors soit choisir de payer en ligne, soit payer à la réception, et on vous demande donc de décider le diagramme de cas d'utilisation correspondant. Donc là, évidemment, vous faites une pause, vous essayez de dessiner, et ensuite vous refaites lecture pour voir le résultat. Ok, donc voici le résultat. Alors, il y a des nuances possibles par rapport à ce schéma. On vous dit un utilisateur peut sélectionner des produits éventuellement après avoir lu la fiche technique de chaque produit. Donc vous remarquez qu'il y a la possibilité de visualiser la fiche technique et puis la sélection de produits se fait en extant, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire d'avoir vu la fiche technique avant de sélectionner les produits. Ensuite, il peut ensuite visualiser son panier. Donc on a la consultation du panier qui a priori ne peut se faire qu'une fois que les produits sont sélectionnés. Vous auriez mis extend, ça marchait aussi parce que on nous dit pas clairement que il faut absolument qu'il ait sélectionné des produits pour voir son panier. S'il décide de valider son panier, il doit donner ses coordonnées et il peut alors soit choisir de payer en ligne, soit payer à la réception. Donc la validation du panier ne peut se faire qu'après consulter le panier. Quoique, si vous avez mis extend ici, je peux l'accepter aussi parce qu'on peut très bien décider de valider le panier sans avoir regardé son contenu. Le texte n'est pas assez clair à ce niveau-là. Par contre, donner les coordonnées, ce n'est possible que s'il a validé le panier. Donc là, on a bien un include. Puis payer n'est possible qu'une fois qu'il a donné ses coordonnées, donc c'est bien include. Je vous rappelle encore une fois que les include et les extend ne sont pas formellement demandés dans les sujets. Donc on les met pour apporter une information complémentaire, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre systématiquement. Vous devez savoir les lire par contre. Et payer, on vous dit bien qu'il y a deux sous-cas, payer en ligne ou payer à la livraison, qui peut donner des parties d'interface différentes. Alors je vous rappelle que les différents cas d'utilisation donnent mieux soit des interfaces, soit des parties d'interface différentes.